Merci beaucoup. On va passer à Lola Cos. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de thèse en médecine qui a été mené à l'ICO de Saint-Herblain, donc juste à côté de Nantes, et qui portait sur l'intérêt d'un second look immédiat lors d'une chirurgie de cytoréduction et un potentiel invisible gorilla effect. Donc, tout d'abord, la carcinose péritonéale, ça représente entre 6 000 et 10 000 cas en France par an. C'est une pathologie extrêmement complexe avec un pronostic qui, vous le savez, est sombre. Comme ça a été précisé par le docteur Vigneault tout à l'heure, le seul facteur pronostic actuellement lors des chirurgies, c'est de réaliser une cytoréduction complète, réalisée dans un centre expert et qui permet d'améliorer la survie, comme on voit pour le cancer ovarien et colorectal sur ces deux courbes. Donc, malgré une prise en charge correcte, on retrouve dans la littérature des taux de récidive péritonale dans les années qui suivent supérieurs à 50%, et se pose la question de cellules tumorales résiduelles, que ce soit d'abord d'un point de vue microscopique avec des cellules qui seraient invisibles, et c'est ça ce qui a fait le lit de toutes les thérapies à type de chimiothérapie intrapéritonale, mais on pourrait aussi se poser la question de lésions persistantes à l'échelle macroscopique. La chirurgie de cytoréduction, donc c'est des chirurgies qui sont complexes, avec un premier temps chirurgical qui consiste en une exploration visuelle et manuelle, et l'établissement d'un score donc, de PCI, comme ça a été décrit tout à l'heure, qui permet de quantifier l'étendue de la maladie. Le deuxième temps consiste à une exérèse complète de l'ensemble des nodules, associée à plus ou moins de gestes de résection digestive, hépatique, de coupole diaphragmatique. Donc, ce sont des procédures longues, dépendantes de la capacité d'attention et de détection du chirurgien. Comme toute capacité humaine, c'est une capacité qui est limitée, avec dans la littérature spécifique de la carcinose, des diagnostiques qui sont limitées, mais aussi des performances de détection visuelle limitées. L'attention, c'est l'ensemble des processus cognitifs qui nous permettent de nous concentrer sur une tâche spécifique. Au bloc opératoire, il y en a trois principales qui sont mises en avant. C'est l'attention sélective ou attention focalisée qui permet de nous concentrer sur une tâche spécifique, l'attention divisée qui nous permet de réaliser plusieurs tâches en même temps, et l'attention soutenue qui permet de maintenir une activité dans le temps. Mais on sait que ça peut être maintenu que pendant à peu près 45 minutes selon les études neuropsychologiques. L'attention, ça a été beaucoup étudié par nos collègues neuropsychologues et il y a eu un test tout particulier qui est très connu, c'est un test d'attention sélective, donc le Gorilla Effect test. C'est un test mené à Harvard en 99 et il était demandé à une assemblée de compter le nombre de passes réalisées par l'équipe en blanche. À la fin de la vidéo, quand les différents patients ont été interrogés, plus de la moitié des patients n'avaient pas vu le gorille qui passe. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un gorille qui s'est baladé au milieu. Donc, si on est capable de louper quelque chose d'aussi important qu'un gorille, est-ce qu'on ne serait pas capable de louper des lésions qui sont millimétriques lors de chirurgies qui sont extrêmement longues et complexes? Donc, l'objectif de notre étude, ça a été de déterminer l'intérêt d'une seconde exploration immédiate lors des chirurgies de cytoréduction et de voir si on loupait des lésions et de déterminer les facteurs influençant la mauvaise détection de certains nodules. Donc, c'est une étude qui a été menée à l'ICO de Saint-Herblain, qui était prospective et monocentrique, et avec des inclusions sur près de 3 ans. Les critères d'inclusion étaient tout à fait habituels, avec des patients majeurs qui présentaient une carcinose résécable, et la chirurgie devait être réalisée par un opérateur expert, donc qui avait complété sa learning curve. Les critères d'exclusion, c'était tous les second looks qui n'étaient pas possibles pour des questions organisationnelles dans le même temps opératoire, les chirurgies réalisées par un chirurgien non expert et les chirurgies incomplètes. Donc, la chirurgie était menée par 4 chirurgiens du centre, 2 chirurgiens digestifs et 2 chirurgiens gynécologues. Et ils réalisaient une chirurgie classique qu'ils devaient juger complète, donc classée CC0. Et à l'issue de cette chirurgie, un deuxième opérateur arrivait en aveugle du PCI, de la localisation et de l'aspect des nodules. Et il était seul dans le bloc opératoire pour réaliser un second look, donc un nouveau tour de tout l'abdomen et les résections potentielles de nouveaux nodules trouvés. Ces nodules étaient confiés à nos anapathologistes qui font tous partie du réseau RENAP, donc qui est spécialisé dans les maladies du péritoine et qui analysait de manière dédiée les nodules réséqués lors de la première partie de la chirurgie, mais également
par le second look, avec un compte-rendu nodule par nodule. Il nous donnait également le score de réponse à la chimiothérapie et un calcul de nouveaux scores de PCI histologique. Donc, en tout, on a réalisé 174 laparotomies qui étaient éligibles et à l'issue de nos différents critères d'exclusion, on a pu inclure 41 patients dans notre étude, ce qui faisait une faisabilité du second look dans notre centre de 30%. Là, c'était une population tout à fait classique, avec une bonne répartition entre les tumeurs ovariennes et colorectales. Quand même à noter, c'était des patients qui avaient tous été déjà opérés avec un prior surgical score qui était supérieur à 2 dans la majorité des cas, donc des patients qui avaient déjà un abdomen opéré. Les chirurgies étaient globalement longues, en moyenne plus de 4 heures, avec des PCI qui étaient relativement élevés, légèrement surestimés lors de la chirurgie et corrigés lors de l'histologie. Pour le second look, c'était des gestes qui étaient extrêmement courts, qui étaient 15 minutes de médiane, avec par contre des résections de nodules supplémentaires dans presque de 90% des cas, donc des nodules qui étaient passés inaperçus lors d'une première chirurgie jugée complète par un expert. Et encore plus alarmant, près de la moitié des patients présentaient une anapathologie positive avec des nodules malins retrouvés lors du second look. Donc, devant ces résultats, on a voulu se pencher sur les facteurs de risque à retrouver des nodules malins lors d'un second look et surtout de les avoir pas vus lors du first look. Et le seul critère qui revient positif, c'est un PCI plus élevé dans le groupe avec des nodules pathologiques, que ce soit un PCI chirurgical, mais aussi histologique. On a voulu savoir s'il y avait une variabilité entre les différents chirurgiens, que ce soit des chirurgiens gynéco, digestifs qui ne font pas forcément les mêmes chirurgies. On peut voir ici que l'ensemble des chirurgiens de l'équipe avaient pas vu des nodules, mais également de manière assez intéressante, l'ensemble des chirurgiens retrouvent des nodules au second look. Donc ça concerne vraiment toute l'équipe. Donc, quelles pourraient être les causes de ces missing lesions? Peut-être un défaut d'attention sélective. On sait que c'est des chirurgies extrêmement longues et complexes. Si on passe toute la chirurgie à se concentrer sur un type de carcinose avec un aspect macroscopique spécifique, et notamment des nodules qui sont plutôt blancs, durs, rétractiles, est-ce qu'on ne passerait pas à côté d'un nodule qui est plus rouge, qui est plus mou, mais qui sera mis en évidence par un second chirurgien qui arrive complètement en aveugle? Également des natations sélectives sur des gestes complexes. Là, on peut voir un nodule qui est à la jonction entre le grêle et le mésentère. On sait que c'est des gestes de résection qui sont compliqués. Est-ce que à l'issue d'un geste aussi compliqué, on ne passerait pas à côté d'un petit nodule qui était juste à côté et qu'on n'aurait pas vu, sur lequel on ne se serait pas concentré? Également, un défaut d'attention qui pourrait être lié à la fatigue. C'est des chirurgies qui, dans la moyenne, durent 4 heures, mais ça peut durer jusqu'à 8, 10 heures. Donc, en fin de chirurgie, on pourrait être moins efficace. Quelles seraient les solutions? Peut-être des pauses obligatoires à l'instar des chauffeurs automobilistes qui sont maintenant obligés de s'arrêter toutes les 2 heures, mais peut-être de manière plus acceptable pour un chirurgien, l'instauration d'un second look systématique dans l'ensemble des centres faisant de la carcinose et l'aide des intelligences artificielles avec le développement des logiciels de reconnaissance des lésions de carcinose. Notre étude était prospective et multidisciplinaire. C'était un concept original qui n'avait jamais été décrit pour l'instant dans la littérature et qui est facilement reproductible avec un chirurgien qui peut facilement venir en fin d'intervention pour un geste court d'une quinzaine de minutes. C'était monocentrique, non randomisé et avec un faible effectif de patients qui malheureusement ne nous permet pas de réaliser d'analyses multivariées pour étudier plus en détail l'analyse des risques. Mais ça ouvre beaucoup de perspectives, notamment nous sommes en train de poursuivre notre étude avec l'aide du neuropsychologue du CHU de Nantes pour mener des tests de l'attention soutenue et de vigilance auprès des chirurgiens qui feront le first look, mais également le second look en début et en fin de journée, donc avant et après la chirurgie, pour voir s'il y a un impact sur la concentration au fur et à mesure de la journée. Et nous avons également poursuivi le recueil de notre étude après ces premiers résultats préliminaires pour voir si la prise de conscience de ces taux alarmants de lésions manquées changeait les résultats. Je viens de faire les statistiques ce matin dans le train sur le chemin. On est encore à un taux de missing lésions de 42% depuis cette prise de conscience. Donc, est-ce que ça poserait pas la question d'un second look qui est vraiment nécessaire et indispensable dans les chirurgies de carcinose?
Donc voilà, pour notre étude, pour l'instant, on est à 50% de patients qui ne seraient pas guéris avec une maladie résiduelle à l'issue d'une cytoréduction réalisée en centre expert et par un chirurgien expert. Ça concerne absolument tous les chirurgiens de l'équipe. Et donc, on se pose l'intérêt d'un second look systématique, peut-être à mettre en place des nouvelles recommandations de prise en charge pour les chirurgiens carcinologiques. En vous remerciant de votre attention et surtout en remerciant l'équipe aussi. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, c'est un plaidoyer pour opérer à deux chirurgiens, en fait. Alors là, vous parlez d'un look, d'un second look immédiat, mais on pourrait parfaitement imaginer que ces opérations, bien expliqué qu'elles étaient longues, qu'elles étaient minutieuses, elles soient menées à deux chirurgiens en alternance pendant l'opération. D'ailleurs, la chirurgie cardiaque est la seule spécialité où la CNAM reconnaît deux chirurgiens pour le même acte. Et en fait, ce concept de deux chirurgiens pour le même acte, il évolue puisqu'on va faire entrer dans la nomenclature un certain nombre d'interventions de chirurgie viscérale, qui sont des interventions lourdes, qui durent plusieurs heures, que je pense que vous connaissez, et qui justifient que pour des raisons de risque, de facteurs de risque, hein, on arrête de jouer au héros là, pendant des heures et des heures sur les opérations minutieuses avec des gestes dangereux. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres études que celles que vous avez menées qui montrent l'intérêt dans ces carcinoses de seconde look ou d'une gestion un peu différente? Il y a pas forcément d'études sur ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de centres qui, de base, opèrent à plusieurs chirurgiens. Après, c'est vrai que pour des questions logistiques, c'est toujours compliqué dans des petits centres de réaliser ça. Après, maintenant, c'est vrai que quand on en a discuté en congrès de carcinose un peu plus spécifique, la critique qui nous a été faite, c'était justement qu'on opérait seul. Mais c'est pas faisable partout de pouvoir opérer à deux chirurgiens. Donc, c'est pour ça que le second look, qui dure que 15 minutes en moyenne, ça permet de libérer du temps dans la journée pour faire des consultations, pour faire d'autres blocs à côté et quand même avoir une chirurgie de qualité. Oui, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Hubert et ce que vous avez présenté qui est très intéressant. Je trouve extrêmement pénalisant pour l'opéré d'être réopéré quelques jours plus tard pour faire un contrôle, alors qu'on pourrait prendre 2 heures de plus ou 1 heure de plus au cours de la première intervention en changeant de chirurgien. C'était dans le même geste, c'est la même opération. Il n'y a pas eu de réintervention, c'est en fin d'intervention, avant de fermer, le deuxième chirurgien vient et refait un look. Ah, c'est ce que vous appelez le second look? Oui, Ah, bah, pardon. d'accord. C'est pas le même second look que les second looks de Oui, oui, traumato oui. autres à Ah. 48 heures. C'est vraiment là dans le même temps opératoire. Donc le patient n'est pas réveillé, c'est le même temps. Donc, on change de regard, en fait. Exactement. Alors, j'ai deux, trois petites choses. La première, c'est que j'ai dit que ça n'a pas été décrit. J'ai trouvé au moins un papier japonais dans lequel ils font ça. Je vous le ferai passer parce que j'ai votre mail dans les différentes correspondances. Et oui, ils font ça systématiquement. En fait, en fin d'intervention, il y a quelqu'un qui vient regarder. Et on revient à ce qui a été dit tout à l'heure par vous, autant par M. Joannet, c'est le deuxième chirurgien. On revient à l'activité de recours, quoi, en fait, véritablement. Je veux dire, moi, je suis dans une ville dans laquelle il y a une petite activité de chirurgie carcinologique avec Olivier Glenn et puis avant lui, François-Noël Gilly. Euh, et aujourd'hui, il ne fait aucune chirurgie de carcinose péritonéale seul. Ils sont systématiquement, ou lui, ou Edicotte, ou lui et Delphine, enfin, je veux dire, ils sont systématiquement à deux pour pouvoir faire ce genre de choses. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut. Alors, pour vous, c'est peut-être un peu compliqué avec le nombre de seniors avec de la bouteille qui pourraient faire ça. Est-ce qu'il y aurait une différence si jamais on fait deux, plus un troisième qui viendrait faire un second look? Et quelle serait la plus-value d'un troisième? Ou alors d'emblée, il faudrait être deux. Est-ce que ça pourrait réduire les temps opératoires? Parce que là aussi, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est qu'au bout de 4, 5, 6 heures, en fait, je pense qu'il n'y a plus personne qui soit lucide pour pouvoir voir ce qui peut être flagrant. Ça s'appelle l'effet tunnel, je veux dire. L'histoire du gorille, c'est tout à fait ça, quoi. Pour ce qui est de la qualité du travail, je voulais juste vous signaler, hein, donc là, vous pouvez la trouver dans le Journal of Surgery qui est sorti le mois dernier, une étude qui a été menée par un biostatisticien des Hospices civils de Lyon qui s'appelle Duclos, Antoine Duclos, qui s'appelle Top Surgeon. Et en fait, alors moi, je faisais partie des cobayes, entre guillemets, il nous a suivis pendant 1 an et demi. C'était à la fin de la période Covid, avec des kinémètres et puis avec des capteurs de fréquence cardiaque.
qu'on mettait contre le sternum, en fait. Et il a vu quelles étaient les efficiences selon les gens, selon leur caractère, de travailler le matin, de travailler le soir. Est-ce que bah, après un week-end où on a crapahuté comme des fous, parce qu'on se baladait avec le bracelet électronique, ça m'a valu quelques gags sur la plage au passage, mais on se baladait avec le bracelet électronique. Donc quand on va courir à la montagne bah, pendant l'hiver, eh ben, on avait effectivement cette activité, ce qui était plus calme, et ça leur a permis de bien cibler les moments où chaque chirurgien était plus efficient, entre guillemets, dans ce qu'il faisait. Il avait le moins de morbidité, le moins de mortalité. Ça peut être extrapolable à ça, mais là, ça reste tellement des trucs de recours que je dirais, voilà, enfin, je ne sais pas combien vous faites de carcinose dans l'année, de manière globale. Là, quand vous avez mis enfin, votre taux de patient, là, ça court sur combien de temps, à peu près? C'était sur la période d'inclusion, donc 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, se pose la question, est-ce qu'il faut continuer à cibler ça ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de le concentrer un peu plus sur les équipes pour faire en sorte que... Après, voilà, je veux dire, moi, je vous ai parlé de l'étude japonaise. Je pense que peut-être les Japonais sont un peu plus humbles en disant il vaut mieux être à plusieurs pour pouvoir faire les choses correctement plutôt que de dire que je fais mieux que les autres, quoi. Ça serait les étapes d'après de passer en multicentrique et notamment avec l'équipe de Lyon ou de Lille qui eux opèrent tous à deux, donc pour voir si ça a un impact. Voilà, enfin, merci beaucoup. Et je voulais simplement dire que le second looker n'était pas aveugle, hein.